Alors, en attendant que tout le monde se connecte, je vais vous dire quelques mots. Déjà, je vais me présenter peut-être. Hervé Franceschi, et donc je suis conférencier, je suis auteur et je dirige une société qui s'appelle les Carnets d'éveil. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les Carnets d'éveil? Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, partage d'écran. Alors, qu'est-ce que vous voyez de particulier? En général, ce qu'on voit de particulier dans les Carnets d'éveil, c'est qu'on est pardon, excusez-moi, je vous ai mis en mode plein écran et il m'a viré le mode plein écran. Alors, je reprends. Alors, qu'est-ce que l'on fait au carnet d'éveil? On a une activité qui concerne à la fois la prise de parole en public, c'est pour ça qu'on en parle ce soir, mais on a aussi d'autres activités, une activité sur pourquoi nous on fait tout ça. En fait, au fond, je devrais peut-être vous dire ça, parce qu'on s'intéresse à une activité particulière de l'humain qui est son leadership naturel. Le leadership naturel, ce n'est pas quelque chose de construit, c'est quelque chose que vous avez en vous et que vous allez développer comme un talent que vous auriez, mais que vous n'avez pas développé. Et nous, on pense que l'humain a un certain nombre de capacités à influencer le monde qui l'entoure, et c'est la définition que je prendrais sur le leadership. Et donc, on fait des stages avec des animaux, donc des éléphants, vous pouvez voir, des chevaux, et puis évidemment d'autres humains ou d'autres situations avec des baleines, comment dirais-je, des dauphins, et puis dans une moindre mesure des loups. Le but, c'est de redévelopper en fait l'intuition et l'instinct qui souvent nous manquent et qui pourraient nous servir dans des moments où on doit faire des choix, dans des moments qui sont cruciaux dans notre vie. Et pour ma part, je me suis aperçu que le leadership naturel, c'est ce qui nous manquait souvent, c'est-à-dire une aptitude qu'on pourrait développer sur son côté qui s'appelle le charisme, en gros une influence que j'ai directement, y compris quand je m'exprime ou quand je ne m'exprime pas, et puis une autre aptitude qui est l'influence que j'ai simplement par ma présence. Est-ce que je suis rassurant? Est-ce que les gens, quand j'arrive dans une pièce, lèvent les yeux ou baissent les yeux? Est-ce qu'ils ont envie d'aller vers moi? Est-ce qu'ils me sourient? Quel impact j'ai tout simplement sur mon environnement? Et si ça ne me convient pas, comment je le change? Alors, on utilise les chevaux parce que c'est le miroir de nos émotions et donc ils vont nous apprendre comment on fonctionne. On va utiliser les éléphants pour développer votre puissance personnelle. Et puis, on va utiliser des team building qui sont plus proches du team coaching, c'est-à-dire de l'activité de, dès que vous êtes en groupe, peu importe que vous êtes un groupe constitué avec des gens que vous connaissez ou pas, comment vous vous comportez, comment vous allez progresser. Donc, c'est de la systémique. Et au fur et à mesure, eh bien, vous allez progresser dans votre environnement, que ce soit à travers de la prise de parole ou que ce soit à travers tout simplement la manière dont vous vivez au quotidien. Alors, l'activité est aussi une activité de conférencier. Donc, là, je faisais une conférence sur les arbres. Mais comment ça fonctionne la nature? C'est un de mes grands dada, on va dire, sujet ou de passion. Et souvent, la majorité des gens qui sont autour de moi n'ont pas compris ce qui se passe avec la nature. Autrement dit, je pense que nous nous sommes séparés trop tôt de la nature. Qu'à un moment donné, nous n'avons pas compris que, comme un enfant qui se sépare de sa mère et qui ne sait pas ce qu'il fait, eh bien, on est sevré de la nature et en conséquence, on a du mal à trouver un équilibre, à trouver une harmonie. Et si on était plus connecté à la nature, je le vois bien quand je reconnecte les gens à ça, eh bien, ils retrouvent une harmonie, un équilibre qui va leur permettre de mieux développer qui ils sont, leur potentiel, et y compris dans des sphères professionnelles qui n'ont rien à voir avec la nature. Donc, une partie de mes conférences sont tournées vers ça, une partie concernant le leadership naturel, bien évidemment, ou tout ce qui le bloque, par exemple, la peur, la honte, et les choses qui font que ça nous empêche de continuer notre chemin. Alors, on peut s'amuser avec, il y a la peur d'avoir honte et la honte d'avoir peur. Je vais m'arrêter là sur les sujets qu'on peut évoquer dans la conférence. Évidemment, je forme des conférenciers. Donc, une partie de mon activité de la prise de parole va jusqu'à la conférence ou former des gens qui sont déjà avertis ou qui sont déjà des experts. Pour autant, les gens, tous ceux qui auraient quelque chose à raconter, on va dire des leaders d'opinion, toutes les personnes qui voudraient faire passer des messages, vous n'êtes
il n'est pas nécessaire que vous ayez envie de devenir des professionnels. Il est nécessaire que vous ayez envie de faire savoir votre sujet, de le faire connaître, soit à travers des vidéos, soit à travers, je sais pas, même pourquoi pas des podcasts. Donc, mais le fait que vous allez devoir utiliser votre voix, être à l'aise avec votre univers, va vous permettre en fait de vous faire connaître ou reconnaître votre sujet. Alors ce soir, je voudrais qu'on parle de la prise de parole et comment on devient plus impactant. À tout moment, vous pouvez chatter et mettre des informations pour que je puisse vous voir. Je vois, il y a déjà des petits commentaires. En dehors de bonjour à tous, il est possible de parler un tout petit peu plus fort. Mais bien sûr, il est possible de parler beaucoup plus fort si c'était le sujet. Donc, je continue à augmenter le volume. Si jamais vraiment c'est trop fort, vous n'aurez qu'à baisser le son de vos oreillettes. Je poursuis l'introduction. Alors, l'introduction, c'est souvent ce qui nous manque quand on parle en public, parce que, en fait, les premiers moments, c'est les moments où on a peur, c'est les moments où on n'est pas à l'aise, c'est les moments où on sent qu'on a la bouche pâteuse, qu'on pourrait avoir aussi des gestes incongrus, on se tient, là, vous ne me voyez pas dans mon entièreté, mais si jamais vous ne pouviez pas voir mes mains, vous pourriez voir que je suis à l'aise et qu'elles bougent naturellement. Mais il y a des moments où vous voyez bien que les gens sont crispés et ils ont un coup les mains devant, on leur dit que c'est la feuille de vigne, donc ils arrêtent, ils les mettent derrière. Donc le fait de ne pas savoir quoi faire de son corps, de ne pas quoi faire avec sa voix, de ne pas savoir se positionner, va rendre compliqué votre introduction, même si votre introduction en termes de contenu est bonne. Ce n'est pas le contenu qui va faire la différence, c'est l'énergie que vous convoyez. Si l'énergie est bonne, c'est-à-dire qu'elle correspond à ce que vous dites, on va vous écouter. Donc l'énergie, je ne sais pas si c'est ce que j'appelle de l'énergie, c'est par exemple si on est dans une émotion, qui est une forme d'énergie, eh bien, si jamais je dois parler de quelque chose qui est un peu triste ou pathétique, eh bien, est-ce que j'ai un ton et des gestes qui vont avec? Est-ce que je dois parler de joie? Est-ce que j'ai un ton qui va avec? Et ainsi de suite. Donc, est-ce que je suis clair dans les émotions que j'exprime? Et deuxième chose, comment j'exprime les choses après pour qu'elles soient claires pour vous? Alors, pour revenir au sujet, comment convaincre et s'exprimer en public, c'est la première partie. Pourquoi nous avons peur en public? Et pourquoi il est difficile d'être créatif et impactant pour beaucoup de personnes, ou tout simplement, je dirais, comment vous allez faire pour influencer, comment vous allez faire pour inspirer les gens. Et là, je vous dis quelque chose pour moi de simple, c'est cela dépend de vous. Cela dépend de vous, parce qu'en fait, c'est votre style. Il va falloir que vous trouviez votre style. Et une erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on ne s'occupe pas de qui parle. On s'occupe que du contenu. On verra ensemble une des grandes erreurs de la prise de parole en public, c'est de s'occuper que de son contenu, de l'écriture du contenu, si vous faites du PowerPoint, du précis, je ne sais quoi, de la présentation. Mais combien de temps vous passez sur vous? Si vous avez passé 30 minutes, 2 heures sur votre présentation, vous devriez passer autant de temps sur comment vous allez le dire et pas seulement quoi dire. Donc là, la première erreur souvent, c'est de ne pas savoir se préparer. Alors, les éléments clés pour une intervention réussie. Alors pour moi, il y a 4 points. C'est de bien définir à qui je parle et qui vous parlez. Et souvent, ce n'est pas clair. L'auditoire n'est pas été défini. À l'avance, vous devriez savoir à qui vous parlez. Si c'est une réunion professionnelle dans laquelle vous connaissez les gens, c'est vos clients, c'est une réunion interne, vous parlez à un auditoire. Là, comme maintenant, est-ce qu'on est plutôt dans un mode broadcast, c'est-à-dire que des gens qui sont intéressés par un sujet et dans lequel vous passez l'information, ou bien vous êtes dans un mode, je dirais, où vous êtes à la télé, comment ça fonctionne, à qui vous parlez. Et si vous ne savez pas clarifier à qui vous parlez, vous allez faire l'erreur de raconter des histoires qui ne seront pas les bonnes. Je pense toujours à nos Américains qui viennent en France souvent et qui parlent de sports que les Français ne pratiquent pas ou peu, comme le baseball ou le football américain, dans une moindre mesure le basket, mais des choses, c'est comme si nous, on arrivait aux États-Unis et qu'on parlait essentiellement du rugby ou du football. Et ben, ce n'est pas d'abord les sports qu'ils pratiquent chez eux. Donc, il faut faire attention à qui on parle. Et si on est dans des métaphores, est-ce qu'elles sont compréhensibles par tous? Donc, l'erreur, souvent, c'est de ne pas savoir à qui je parle. Deuxième chose, qui parle? Je vous ai dit, vous parlez. Donc, si vous parlez, c'est quoi votre légitimité pour parler de ce sujet? Et souvent, on se contente de se présenter en donnant, je ne sais pas, son pédigré si c'est nécessaire, pour dire, ben voilà, je suis légitime. Mais en fait, ce n'est pas ça qui vous légitime. Ce qui vous légitime, c'est la manière dont vous en parlez. Ce qui vous légitime, c'est les histoires que vous racontez qui prouvent qu'effectivement, vous avez un savoir-faire là-dedans.
que si ce n'est pas des histoires, si ce n'est pas des anecdotes, c'est la compréhension dans laquelle vous parlez de vos schémas. Donc, comment vous allez légitimer votre parole? Quelles sont les choses nécessaires que vous devriez dire sur vous? Et la majorité des gens s'intéressent à qui parle. Pourquoi? Parce que si vous êtes vraiment légitime, ils vous écoutent encore mieux. Si vous n'êtes pas légitime quand vous parlez, ou ils pensent que vous n'êtes pas légitime, parce que même si vous pensez que vous l'êtes, eh bien, des fois, c'est une erreur. C'est que les gens, en fait, ne se rendent pas compte que votre parole est d'or, que vraiment, vous avez une grosse qualité et que chaque mot que vous êtes en train de donner, en fait, il devrait le noter. Parce que vous êtes un expert, vous avez travaillé 15 ans sur le sujet, pourquoi vous ne le dites pas? Alors, par exemple, moi, je vais dire que ça fait depuis 87 le premier concours d'éloquence que j'ai organisé, donc ça ne date pas d'hier, j'étais étudiant à l'époque, étudiant dans une école d'ingénieur, rien à voir, mais c'était ma passion, le concours d'éloquence, donc j'ai organisé ça pendant 7 ans de suite. J'ai vu passer beaucoup de gens qui sont aujourd'hui des hommes politiques ou des femmes politiques. J'en ai rencontré beaucoup. Donc, je me suis occupé d'élus rapidement. Je me suis occupé de sportifs de haut niveau en reconversion, parce que je suis un ancien sportif. Et je me suis occupé aussi, après, dans mon travail, de faire en sorte que les gens s'expriment mieux, même si, après, ce n'était pas mon activité première, parce que j'étais à la direction d'une société de télécom. Mais je me suis toujours aperçu à quel point bien parler comptait. Quand vous vous faites arrêter dans la rue, c'est très différent si vous vous exprimez bien, calmement. Et c'est le nombre de fois où peut-être, je n'avais pas l'impression, par exemple, d'avoir commis une faute, mais il n'y avait pas de quiproquo. Dès que je me suis exprimé, j'ai vu que la personne me laissait repartir. Alors qu'il aurait pu avoir un doute et que j'ai bien vu que dans d'autres circonstances, j'étais avec d'autres personnes qui ont été verbalisées parce qu'ils se sont énervés, parce qu'ils ont mal parlé, alors qu'en fait, la faute n'était pas établie. Mais bon, des fois, la faute est effectivement établie et il n'y a rien à dire. Alors, qui parle? Maintenant, quelle technique? Alors, on va voir ensemble un ensemble de techniques pour avancer sur ce sujet, parce qu'en fait, effectivement, il y a de la technique. La technique, c'est le fait de, je ne sais pas, de construire un discours. La technique, c'est la technique orale, la technique de la gestuelle. Donc, ce qu'on appelle le non-verbal d'un côté, le paraverbal, c'est tout ce qui touche autour de la voix, et tout ce qui est après le verbal, c'est donc les mots que vous allez mettre. Et on va voir quelles sont les techniques qu'on peut utiliser pour tout ça. On ne va pas tous les voir là, bien évidemment, mais on va en voir un certain nombre. Alors, quel format? Vous avez aussi à définir quel format. Si vous êtes dans un format court, 30 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, c'est un pitch. Donc, un pitch, par exemple, eh bien, la fonction du pitch, c'est de vous donner envie. L'erreur des gens qui pitchent, la majorité du temps, c'est qu'ils essaient de tout me dire. Mais non, il faut que j'ai envie de vous rappeler, il faut que j'ai envie de vous garder avec moi. Parce que c'est un peu comme dans l'elevator pitch, je rentre avec quelqu'un dans un ascenseur et en 2 minutes ou en 1 minute, je le convainc de reprendre ma carte de visite et de me rappeler. Et sûrement pas tout dire de mon projet. Sinon, je vais sûrement être, si vous m'autorisez, chiant. Alors, je voudrais rappeler trois faits. Alors, je les ai mis sur 3 slides différents. C'est comment on apprend. Alors, on utilise nos 5 sens, donc je les ai placés, mais je vous ai montré qu'en fait, il y a 3 sens qui vont couvrir 95% des personnes et 5% des autres personnes travaillent avec l'odorat et le goût, mais en fait, ils sont rattachés au kinesthésique, donc au fond, ils sont rattachés à la première partie. Et ça veut dire que dans votre langage, l'erreur que l'on fait, c'est que quand on est visuel, eh bien, on va utiliser des visuels et on considère que tous les autres ont besoin de ça. Mais certaines personnes ne sont pas visuelles. Ça veut dire qu'elles ne vont pas mémoriser avec ce que vous montrez. Et elles ont peut-être besoin de plus de vous entendre. Donc, il va falloir peut-être répéter autrement. Ou celles qui sont kinesthésiques, c'est-à-dire qu'elles sont dans le ressenti, il va falloir que vous leur fassiez vivre des émotions, une expérience, quelque chose qui va faire que pour elles, ça va fonctionner. Alors, j'ai associé de l'autre côté de la page ce dont on se rappelle après 3 mois. Donc, bonne partie des gens m'appellent parce qu'ils me disent, en fait, les gens ne se rappellent pas de moi. Je ne marque pas les gens. Quand je parle, les gens m'écoutent à peu près, mais en fait, j'ai l'impression qu'une semaine après ou quelques heures après, ils ont déjà oublié ce que je leur ai raconté, ou en tout cas, ils ne font pas ce que je leur demande. Et souvent, c'est parce qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne, les processus de mémorisation. L'auditif est une mémoire à court terme. Donc, en conséquence, quand vous parlez, même si peut-être que certaines personnes peuvent mémoriser longtemps après, mais la très, très grande majorité des gens oublient après quelques heures.
Et en fait, après une semaine, ou après une semaine, vous allez retenir après 60% de ce qui était dit si jamais la personne vous intéressait. Mais déjà, les 60%, vous ne savez pas ce qu'ils ont retenu. Est-ce que c'est les 60% les plus importants ou est-ce que ce n'est pas essentiel? Et après 3 mois, seulement 10%. Donc, une fois de plus, c'est ce qu'ils ont retenu. L'histoire que vous avez racontée, une vanne que vous avez dite, quelque chose que vous avez raconté mais qui n'est pas essentiel, les features, enfin les fonctionnalités d'un produit et non pas le prix que vous auriez voulu, la date à laquelle il fallait absolument qu'ils achètent avant telle date. Enfin, j'en sais rien. Donc, c'est quoi les choses importantes qu'ils devraient retenir? Après 3 mois, toujours, si jamais on fait en sorte que les gens entendent, voient et comprennent, on va travailler sur à la fois la mémoire longue, qui est visuelle, et une mémoire courte pour pouvoir entendre des choses, et que les gens ont compris, ça veut dire qu'à un moment donné, dans leur tête, ils ont fait ah oui, d'accord. Quelque chose de cet ordre-là. Chaque fois que vous voyez, vous parlez avec des gens et qu'en fait la tête oscille, c'est qu'en fait ils commencent à comprendre, ils sont d'accord avec vous, ils donnent de l'assentiment. Et cet assentiment, c'est ce dont vous avez besoin, vous, quand vous parlez, pour être sûr, à un moment, que vous êtes avec eux. Que ça marche. Mais là, on n'a que 30% après 3 mois. Alors, si vous voulez augmenter considérablement, de passer de 30 à 65%, c'est-à-dire qu'en fait, on va se rappeler des 2 tiers de ce que vous avez dit, et on peut encore augmenter ça, mais 2 tiers, c'est déjà une bonne idée de viser 2 tiers. C'est-à-dire que là, vous avez fait en sorte qu'ils vous entendent, vous avez fait en sorte qu'ils voient des choses. Donc, on verra ce qu'on a montré, par exemple, et qu'ils ont compris. Mais en plus de ça, vous avez pu leur permettre d'expérimenter. Alors, comment on va faire pour expérimenter? Par exemple, en utilisant le storytelling, raconter des histoires comme dans un film dans lequel il y a la narration, eh bien, le processus dans un livre, on va permettre qu'il y ait une histoire. Et quand l'histoire, il y a un début, il y a une fin, et que le milieu est à peu près consistant, eh bien, vous allez pouvoir le raconter. Et si on peut raconter ça, c'est une manière de reconnecter à vous, mais aussi de se reconnecter à votre contenu. Et donc, on va faire en sorte que vos synapses créent des points de mémorisation par association d'idées. Et au fur et à mesure, vous allez augmenter la mémorisation. Donc, dans les rappels, je vous ai parlé des 3 modes, non-verbal, paraverbal et verbal. Je ne vais pas vous les lire parce que ça ne présente pas beaucoup d'intérêt, mais on va retrouver essentiellement dans le non-verbal, par exemple là, la gestuelle. Mon déplacement est assez faible devant l'écran, mais si j'étais physiquement, vous verriez que je suis quelqu'un plutôt qui bouge. Sourire, est-ce que je suis capable de sourire? Est-ce que je suis à l'aise avec ça? Alors que ça sert un sourire, c'est que ça me détend, ça vous détend en retour, et comme ça vous détend en retour, vous me redétendez quand je vous vois. Donc c'est un système de va-et-vient, c'est pas non plus extatique. Au bout de 5 ou 6 sourires, on serait tous complètement écroulés. Non, non, non. Mais ça va quand même permettre de détendre l'atmosphère. Le regard, si je ne peux pas vous voir, vous ne pouvez pas me voir. Si vous ne regardez pas où je regarde, si je regarde toujours comme ça serait toujours bizarre pour vous, plutôt que de regarder la caméra. L'écoute, en fait, c'est le paradoxe, et on a quand même 2 oreilles et donc une seule bouche. Donc, en conséquence, il faut prendre le temps de comprendre que vos temps de silence, même si là, vous êtes en mute, vos temps de silence, quand vous parlez, m'informent de la qualité de l'écoute. Et si je ne suis pas clair avec l'écoute, eh bien, ça va poser des problèmes. Donc, être clair sur votre écoute. Par écoute, je vais être plus précis, c'est pas seulement je ne vous demande pas de vous écouter vous. Je vous demande d'écouter ce qu'il y a entre vous et le groupe, ce qu'il y a entre vous et l'auditoire. Et peut-être donc les questions que les gens vous posent aussi, ça va jusqu'à là, mais simplement, même des gens qui vous font dans la salle, comme ça, la tête. Toute l'écoute du non-verbal et du paraverbal est intéressante. Et votre posture, dernièrement, comment vous vous tenez. Le paraverbal, ça inclut évidemment l'intonation, faire en sorte qu'on vous écoute, si je change ma voix, si je parle plus grave, qu'est-ce que ça change pour vous? Et si je me mets à m'exciter, que ma voix va un peu plus aiguë, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça change? La qualité de mes silences. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas très à l'aise avec les silences. Et si vous étiez à l'aise avec vos silences, vous verriez que vous n'avez pas besoin de les laisser plus de quelques secondes. Mais en quelques secondes, vous allez récupérer l'écoute. Faire en sorte qu'on vous écoute vraiment. Et puis la tonalité de votre voix, alors donc ça c'est un travail sur la voix, on peut faire ça aussi. Et puis travailler le rythme. Le rythme, c'est est-ce que j'ai tendance à parler à toute vitesse comme ça?
parce que j'ai tendance à manquer de rythme, c'est-à-dire que les changements de phrase, un des moyens, c'est justement, si je bouge beaucoup, c'est de m'arrêter, redémarrer, poser des silences, et ma voix a déjà changé. Donc, tout ça, ça permet de varier pour les gens qui pensent qu'ils ont une voix atone, qui ne bouge pas. Et puis le verbal, évidemment, il faut être idéalement concis et précis, et donc une forme de synthèse, pour que vous soyez cohérent. Par cohérent, j'entends qu'il y a une ligne directrice dans ce que vous racontez, et puis on pourrait utiliser un mot plus sophistiqué qui est congruent, qui est en gros entre ce que je dis et comment je le dis, donc mon non-verbal et mon paraverbal, ça fonctionne. Et puis le système narratif, donc est-ce que je suis à l'aise pour raconter des histoires, mais ça pourrait être aussi d'utiliser des métaphores, d'utiliser des images, qui peuvent être effectivement des choses que l'on voit, mais des choses que l'on donne à voir. Si je vous fais des comparaisons, c'est des moyens aussi simples de suivre tout ça. Alors le dernier fait à rappeler pour moi, c'est les succès d'une bonne intervention. Eh bien, comme dans le sport, pour moi, c'est l'entraînement qui fait la différence. La préparation. Donc, est-ce que j'ai les lumières qui vont bien pour moi? Est-ce que j'ai un son qui va bien pour moi ou pour vous? Est-ce que j'ai besoin d'être assis debout? Là, je préfère être debout, par exemple. Je teste la hauteur de ma caméra, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, la préparation, mais la préparation de mon texte, ça va de soi. La préparation du keynote que je vous propose, peu importe. Prenez conscience qu'il est nécessaire que vous soyez clair avec votre préparation. Et je vous ai dit, si vous préparez pendant 1 heure le contenu, vous devriez vous préparer, vous, 1 heure. Ça veut dire peut-être, pour certains, ils vont se regarder dans la glace et faire un message. Pour d'autres, ce sera difficile de se voir. Donc, vous allez vous filmer. Pour d'autres, ce sera juste s'entraîner. Il y en a qui me disent, moi, c'est quand je conduis, je répète mon texte. D'autres, c'est, je ne sais pas, dans le transport en commun. Je ne sais pas. Mais il faut répéter. Parce que c'est en répétant que vous mettez en bouche les mots. Et au bout d'un moment, vous sentez qu'il y en a qui ne vont pas, vous butez toujours. Peut-être qu'il faudra inverser. Et donc, c'est très différent la prise de parole et l'écrit. L'écrit, c'est quelque chose que vous avez mis comme ça, mais quand vous lisez la phrase, ça ne va pas. Hein, parce que je ne dois pas lire mes phrases. Sinon, si je lis mes phrases, je peux lire des mots, mais pas les phrases. Vous ne les lirez pas à la même vitesse que moi. Et puis, ça a l'air de dire qu'en fait, vous ne savez pas lire. Il n'y a que moi qui sais lire. C'est absurde. Donc, 80% tient dans le fait que c'est votre préparation qui va faire la différence. 20%, c'est la performance. Alors évidemment, si vous ratez la performance sur le moment, la présentation n'a pas la préparation n'a pas été bonne, ou il y a quelque chose que vous n'avez pas assez bien préparé. Mais sinon, vous verrez que globalement, ça va augmenter votre performance. En conséquence, vous allez continuer à bien préparer et ça va gagner de plus en plus. Alors, pour moi, c'est aussi clarifier mon intention. Quel objectif j'ai? Là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est de vous transmettre une partie de mon savoir, même si je sais bien que ce n'est pas parce que je vous le dis comme ça que ça va être fait, mais ça vous donne une idée de ce que je sais que je pourrais vous apprendre si vous voulez vous inscrire à une de nos formations. Mais ça peut être aussi tout simplement de m'intéresser à la prise de parole en public en général, et je voudrais valider ce que je sais et ce que je ne sais pas. Eh bien, mon intention, c'est de vous permettre de faire ce diagnostic sur vous-même. Mon intention, c'est ça, mon objectif, ce serait ça simplement qu'un certain nombre d'entre vous s'intéressent à parler autrement, à faire en sorte que vous preniez la chance de comprendre que vous avez aussi un impact potentiel sur les autres, que vous pourriez faire en sorte que les gens vous écoutent, que demain peut-être le monde s'ouvrirait plus facilement pour vous. Deuxième point, se focaliser sur les besoins de l'auditoire. Donc pour moi, clarifier mon auditoire, comme je le disais tout à l'heure, si je clarifie mon auditoire, je clarifie ses besoins. Je vais mettre donc les anecdotes qui correspondent, je vais mettre des histoires qui correspondent, je vais mettre des schémas qui correspondent. Si jamais j'ai des experts, je ne devrais pas mettre les mêmes schémas que si j'ai des néophytes. Mon énergie, le sens de l'interactivité, on va prendre un temps ensemble pour parler un peu de ça. Et puis, le style d'apprentissage, moi j'utilise beaucoup le jeu, donc des situations, des rôles dans lesquels on va jouer pour que de plus en plus, on oublie qu'on est en train d'apprendre et en fait, on apprend en jouant. Évidemment, la pertinence du contenu, si les gens vous demandent quelque chose et que vous n'êtes pas pertinent, c'est un problème. Et je vous ai dit, la répétition. Osez répéter, rien que pour valider votre timing, répéter, répéter, répéter. Et de vous rappeler, en fait,
de mixer les canaux d'écoute et d'expression. Donc, en conséquence, si je suis visuel, je vais dire des mots comme je vois, alors que si je suis auditif, eh ben, je dirais plutôt j'entends bien ce que vous me dites. Et si je suis dans le kinesthésique, je vais dire je sens ou je ressens les choses. Et si vous variez cette capacité à parler, vous attirez davantage l'écoute, la vigilance de ceux qui sont dans ces modes d'écoute différents. Et vous pourriez, y compris, parler d'olfactif, donc je ne sais pas, des odeurs, si ça fait un sens dans votre histoire, et du goût, si jamais, évidemment, il y a des histoires qui vous permettent de le faire. Mais plus vous allez mettre les cinq sens, plus vous allez favoriser, pas seulement la mémorisation, mais aussi l'écoute. Alors, juste avant qu'on parle de l'impact qu'on a sur les autres, je voudrais que dans le chat, si vous avez des questions, je peux déjà y répondre au regard du premier point. Est-ce qu'il y avait des choses pas claires? Est-ce que vous voulez des informations complémentaires? Préciser sur les 10, 30, 65. D'accord, ok. Donc, les 10, 30, 65, c'est l'information que je vais retenir, enfin, que les personnes retiennent quand je parle, moi par exemple, après 3 mois. Il y a une statistique qui donne 3 semaines et à 3 mois. Je vous ai dit donc à 3 semaines, par exemple, l'auditif c'est 60% et ça va tomber à 10 à 3 mois. Et donc les 10 viennent de là. Les 30%, ils viennent du fait qu'à 3 mois, si je n'ai pas compris, en plus d'avoir entendu ou d'avoir vu, eh bien ce n'est pas suffisant. Je ne vais pas pouvoir mémoriser plus que 30% du contenu. Et pour passer à 65%, il va falloir que j'intègre l'expérience, en plus du son que j'ai déjà mis, ma voix, donc plus le fait que je vous propose des images, plus le fait que je fais en sorte que vous compreniez de quoi je parle. Eh bien, idéalement, il faut faire expérimenter. Expérimenter, ça serait par exemple si on était ensemble là, eh bien, je vous donnerai la parole, je vous proposerai quelque chose, je vous demanderai de vous présenter, puis je vous donnerai un feedback précis, construit, spécifique à vous, pour vous dire comment vous pourriez faire pour que les gens retiennent davantage qui vous êtes quand vous vous présentez, par exemple, si vous étiez amené à vous présenter. D'autres questions? Alors, semble-t-il, mon problème est surtout la gestion du stress lors de la prise de parole. Ce problème influence beaucoup ma performance. Alors, eh bien, Serge, je comprends. Alors, comment on va gérer la gestion du stress? Donc ça, c'est la respiration. Technique numéro 1. Pour la gestion du stress, vous devez absolument apprendre à respirer. Plutôt en ventral plutôt qu'en costal. Ventral, ça signifie donc au niveau du nombril, au niveau du ventre. Et vous n'avez pas besoin de faire gonfler votre ventre comme une baleine, mais en fait, à l'inspiration, ça devrait gonfler très légèrement, et à l'expiration, ça devrait se contracter. Et plus je le fais d'une manière souple, plus ça va être agréable. Si je force trop, je vais juste mettre en difficulté. Alors, on peut travailler en force ça, mais ça va avoir un intérêt qui n'est pas celui de la prise de parole, mais qui va travailler sur d'autres détentes, sur d'autres fonctionnements, même si pour certains, ça va créer du stress aussi. Mais par contre, ce que je suis sûr, c'est que la gestion de la respiration au niveau costal, c'est la respiration que vous utilisez quand vous faites du sport, donc quand vous faites de l'action. Donc, si vous ne bougez pas et que vous respirez en costal, vous augmentez le stress dans votre corps. Vous augmentez le stress dans votre dos et dans votre plexus solaire et dans votre bas-ventre. Donc pour ça, il faut aller détendre plus bas. En fait, pour quelque part, et ça va en général, quand vous allez le faire, vous allez voir, ça va vous faire bâiller. Et bâiller ne veut pas dire que vous êtes fatigué. Bâiller est un réflexe de votre cerveau pour vous détendre. Et c'est le réflexe nécessaire pour aller dormir. Mais ce n'est pas la même chose. Le réflexe nécessaire pour aller dormir, ce n'est pas dormir. Okay. Donc, le premier point, c'est pour diminuer le stress, ça va être de bien respirer plus lentement et d'augmenter le temps d'expiration, pas d'inspiration, parce que souvent on a un réflexe, et en fait on est en apnée, donc là on augmente le stress parce qu'on ne relâche pas, on a plus de gaz carbonique. Alors je ne sais pas si vous savez comment ça s'appelle, quand on n'oxygène pas bien le cerveau, eh bien on a plus de CO2 au cerveau, ça s'appelle un abrutissement. C'est pour ça qu'on vous traite d'abruti quand vous n'êtes pas clair, parce que ça revient à quelqu'un qui manque d'oxygène au cerveau. C'est un symptôme qu'on appelle un abrutissement. Ce n'est pas qu'une insulte.
Et donc, quand je me détends, je vais baisser mes épaules, je vais me relâcher. Donc, il y a des exercices qu'on peut faire physiquement pour se détendre, pour être plus serein. L'autre aspect, c'est l'idée qu'on se fait de la prise de parole. Donc, le stress peut provenir aussi de mes pensées. Donc, il va falloir, par la respiration, et là, il va falloir faire des expirations forcées. C'est un travail qu'on pourrait faire ensemble si vous souhaitez, Serge. Mais c'est un moyen pour vous faire baisser. Alors, on pourrait le faire là, tiens, on va faire un petit exercice. Vous allez tous prendre le temps d'inspirer et d'expirer en essayant d'être en ventral. Ça veut dire que vous mettez votre main sur votre nombril. À l'inspiration, légèrement, vous gonflez le ventre. À l'expiration, vous rentrez le ventre. On le fait 3 fois. Alors, pour ceux qui sont stressés, ça n'a pas changé grand-chose parce qu'ils étaient déjà stressés et leurs pensées sont toujours présentes. Mais déjà, c'est de prendre conscience que c'est une respiration de ce type-là qu'il faudrait et non pas une respiration costale. On va le faire en costal. Donc, je monte mes épaules en costal. Et là, vous allez sentir que vous êtes plus tendu dans la partie haute du corps. C'est dynamique, c'est fait pour courir. C'est fait pour aller attraper votre bus. C'est fait pour récupérer une énergie dont vous manquez à ce moment-là. Mais en fait, si vous faites ça trop souvent, ça va suroxygéner votre cerveau. Vous allez avoir la tête qui tourne et les jambes qui flagellent. Parce qu'en fait, vous oxygénez trop. Que vous envoyez trop d'oxygène d'un seul coup. Alors que le but est déjà de vider le gaz carbonique. Donc, ce qu'il vaut mieux faire, c'est l'expiration lente. Je reviens en ventral, je mets ma main sur mon nombril, j'inspire et à l'expiration, je suis lent. Quand je suis là, j'en ai encore, puisque je parle, j'en ai encore. J'appuie sur mes côtes avec mes coudes. Vous ne voyez pas bien, mais je baisse, voilà. Là, j'appuie avec mes coudes de chaque côté et je vide complètement. Je fais ça 3 fois. On y va ensemble. J'inspire, bas. Vous voyez, mes épaules n'ont pas bougé et j'expire. Allez-y à votre rythme, comme ça, on le fait 3 fois. Alors déjà, la majorité d'entre vous, vous devriez être différent dans votre tête, vous devrez être plus calme, moins de pensées. Pour ceux qui ont encore plein de pensées, il y a des techniques un peu plus puissantes encore. Mais petit à petit, vous allez vider votre tête, vider vos pensées, vider vos émotions et revenir à vous. Et dans le moment présent, vous verrez, vous pouvez gérer votre stress. Parce que déjà, il aura diminué de... Évidemment que si le stress, ça vient du fait que vous n'êtes pas préparé, eh bien, il va falloir gérer ce fait que vous acceptez d'y aller sans être préparé. Mais si vous êtes préparé, pourquoi vous êtes stressé? Souvent parce que vous respirez mal, parce que vous vous mettez en difficulté, parce que vous avez des croyances qui vous racontent des trucs à pas écouter. Donc, on va travailler ça aussi. Alors, je poursuis. Donc, point 2, quel impact avez-vous sur les autres, votre style, votre légitimité? Quel objectif et quelle intention vous avez? Alors, je vous donne quelques exemples. Par exemple, quel résultat j'espère? Qu'est-ce que je veux que l'auditoire fasse différemment? Qu'est-ce que vous voulez que l'auditoire arrête de faire, au contraire, ou penser par rapport à votre sujet? C'est une manière d'influencer les gens. Quel changement vous voulez voir? Je ne sais pas si vous êtes manager d'une équipe, quel changement vous voulez voir dans les collègues, dans les gens que vous managez? Que voulez-vous que l'auditoire sache ou comprenne qu'il ne savait pas ou qu'il ne comprenait pas avant? Une fois que vous avez clarifié ça, il y a une grande chance que vous allez
avoir un objectif clair et vous allez pouvoir augmenter votre légitimité puisque vous répondez bien aux problèmes des gens. Et votre style va se renforcer parce que vous êtes à l'aise d'être à l'aise avec les gens. Donc, il y a une boucle en fait. Vous commencez par vous définir votre style. Enfin, par exemple, mon style, bah, est-ce que c'est de parler fort? Est-ce que c'est de m'amuser? Est-ce que voilà, ça peut être un de mes styles. Okay, j'aime bien, je suis plutôt dynamique en style. J'aime bien plutôt bouger. J'aime bien amener les gens dans des situations. J'aime bien, voilà, ça va correspondre à mon style. J'aime aussi être très analytique, c'est-à-dire très précis quand je vous fais un feedback pour vous amener à progresser et pas vous donner 40 points parce que je sais que ça ne sert à rien. Vous êtes content parce que vous partez avec une checklist, mais en fait, dans la réalité, vous n'en mettez aucun en œuvre, alors que le but, c'est de progresser, 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 et d'avoir la sensation que vous progressez tout le temps. En conséquence, vous allez après me questionner pour progresser encore plus vite. Ça, c'est une autre chose qui vient. Et votre légitimité, elle va venir dans votre capacité à affirmer votre style et à être bon vis-à-vis du contenu, de la pertinence du contenu. Okay. Donc, question vis-à-vis de ce point-là? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des... ce serait, si vous aviez à définir votre style, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez toujours me parler de votre style. Ce serait quoi votre style? Vous aimez raconter des histoires? Vous êtes plutôt quelqu'un de fun? Vous êtes quelqu'un de très sérieux, très organisé? Vous êtes un hyper contrôlant où tout est prévu à l'avance? L'humour? C'est quoi votre style? Hmm. On voit que vous êtes sage. Alors, le style sage, c'est ça? Exemple de speaker. Tu veux que je donne des exemples de speakers? Mais je ne sais pas, j'en sais rien, c'est le style d'un Nicolas Sarkozy dont on parle en ce moment, c'est un style particulier, d'accord? C'est un style virevoltant, plutôt en mettant de l'énergie en permanence, physiquement très impliqué. Si je dois parler de l'actuel président, c'est un autre style, plus pédagogique, plus, son style est plus enveloppé, plus assagi, on va dire, en même temps, tout en étant aussi dynamique dans les questions-réponses, je cherche plus à obtenir un dialogue. Euh, Tout doit être préparé à l'avance. OK? Ben, donc, ton style, ça donne quoi? Ça donne que tu es comment quand tu as bien préparé? Je vois que Zora, tu me proposes le style d'hyperactiviste, trop punchy et peu posé. Ben, c'est pas obligatoirement un problème, hein, Zora. C'est un style marrant, en tout cas, moi j'aime bien. OK? C'est pas une question facile. Alors, le style, ça peut être aussi tout simplement, pas dans la préparation, mais quand vous lâchez, quand vous êtes avec vos amis, vous êtes comment? Je parle bien dans la prise de parole, hein, je ne parle pas juste dans une discussion, mais si vous deviez faire un exposé avec des amis, si vous devez parler, je ne sais pas, à un mariage, si vous deviez parler dans une célébration, en tout cas quelle qu'elle soit, comment vous parlez? Donc, ça va vous donner une idée de votre style. Votre style, c'est aussi quand il n'y a pas d'enjeu ou quand il y a des enjeux, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des gens qui se révèlent dans l'enjeu? Quand il n'y a pas d'enjeu, il ne se passe rien pour eux. Et dès qu'il y a de l'enjeu, bah, d'un seul coup, il y a une prise de parole qui est plus directe, plus essentielle. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de parler pas, simplement avec des gens que vous avez. Est-ce que vous, l'improvisation, c'est simple? L'improvisation, c'est compliqué? Je ne sais pas. Tout ça, c'est des styles et ça va vous aider à mieux comprendre qui vous êtes. Moi, je suis très à l'aise dans l'impro, donc ça ne veut pas dire que je suis à l'aise en toutes circonstances, mais je suis beaucoup plus à l'aise dans l'improvisation que je ne l'ai été plus jeune. En tout cas, aujourd'hui, c'est facile pour moi. À l'aise quand il n'y a pas d'enjeu. Ouais, c'est plus facile, mais pour autant, c'est bien. OK? Et donc, quand il y a de l'enjeu, c'est comment? Stress. Donc, s'il y a du stress, c'est quoi le mal à l'aise? Ouais, mais comment ça se manifeste? Voilà. Est-ce que tu te mets à zozoter? Est-ce que tu fais des d'accord, ok. Donc, tout ça, c'est des mots parasites. Comment on les enlève? J'ai fait une petite série qui s'appelle Tic and Talk que vous pouvez aller voir sur tiens, je vais l'écrire là. Tic and Talk. Ok. Bingo. Tic and Talk, et vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne YouTube.
Et il y a plein de séries pour vous expliquer pourquoi on met des mots idiots, les mots parasites, les E, quand on bouge, quand on ne sait pas quoi faire de ses bras. Enfin, je vous donne plein de techniques que vous pouvez aller voir. Je crois que j'avais fait une série d'une douzaine de, de différentes vidéos de 2 minutes maximum. OK? Je poursuis. Alors, construire un discours et se faire entendre. Ça paraît simple souvent, mais en fait, on n'est pas toujours clair avec ça. Alors, pour moi, se faire entendre et savoir écouter, c'est associé. Je ne veux pas me faire entendre si j'ai du mal à écouter les autres. Parce que, en fait, une partie de moi va faire en sorte que vous m'entendiez parce que je mets du son, je mets du volume, mais au fond, il n'y a pas d'échange entre nous. Donc, il n'y a pas d'entente. C'est dans ce sens-là que j'utilise le mot entendre. Et donc, vous avez besoin de regarder l'auditoire, de sourire, comme je vous le disais tout à l'heure, d'être confiant. Alors là, je vais vous donner une technique, c'est qu'on va utiliser une technique qu'on appelle comme si. Quand on est enfant, on fait ça tout le temps. Tous les praticiens de PNL et d'autres doivent connaître ces techniques. En fait, c'est le but, c'est de dire, on fait comme si ça allait aller. D'accord? Quand j'étais enfant, moi, je jouais à Zorro ou des choses comme ça. Et ben, j'étais Zorro, il n'y en avait pas un qui pouvait être Zorro en même temps que moi. Ce n'était pas possible, j'étais Zorro, c'était moi. Les Tarzan, voilà, par exemple, c'était les deux principaux pour moi. Eh bien, il y en a d'autres maintenant, ce sera les héros d'aujourd'hui. En conséquence de quoi, vous faites comme si vous l'étiez. Vous défendez votre territoire, vos super pouvoirs, votre habilité, d'accord, et ça développe une partie de vous comme ça. Donc, c'est comme les gens qui, je ne sais pas, ils regardent le Tour de France, ensuite ils vont faire du vélo, eh bien, ils montent plus facilement les premières côtes. Parce qu'en fait, on va utiliser un surplus d'énergie par la modélisation. Donc, le but, c'est de modéliser sur des gens qui sont bons. Prenez des gens qui sont bons autour de vous, des gens qui vous inspirent, des gens qui pourraient fonctionner comme vous voudriez fonctionner. Donc, prenez pas des gens qui ne vous ressemblent pas du tout et que vous n'avez aucune chance d'atteindre ce qu'ils font parce que ce n'est pas vous. Et par contre, il y a des gens, même si ce n'est pas vous, vous pouvez pomper une partie du savoir. Techniquement, un truc, une intro, des petites phrases. Et par exemple, si vous avez de l'humour, bah, regardez des gens qui ont de l'humour et comment ils l'utilisent. Vous pouvez votre confiance dans des choses que vous faites déjà bien. Parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est que vous allez vous occuper en général de là où vous n'êtes pas bon, au lieu de vous occuper de l'endroit où vous êtes bon. Et vous avez tous des domaines où vous êtes bon, et le but est de devenir excellent. Et quand vous allez développer des systèmes d'excellence, ça va augmenter votre confiance et vous allez être plus à l'aise pour parler. Donc, deux choses, s'occuper de ses points forts pour les faire exceller. Et deuxième chose, faire comme si ça allait bien se passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si là, je suis en train de parler et qu'au fond, j'ai un doute, je devrais regarder une note, je ne sais plus quoi dire, je vais faire comme si j'étais à l'aise. Ouais, cool. Prends mon temps. Alors, deux clips, c'est l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils accélèrent. Parce qu'en fait, ils veulent vite finir. Mais ça devient pénible pour eux comme pour nous. Alors qu'en fait, si vous vous détendez, ou si vous acceptez de ne pas aller bien à l'intérieur, peut-être que ça ne se voit pas encore à l'extérieur. Et c'est en général quand vous vous excusez, quand vous vous justifiez, qu'on comprend qu'il y a un problème. Alors que ça ne se voyait pas. Pas encore. Et même quand ça ne se voit pas à la hauteur de votre panique intérieure. Donc pourquoi mettez-vous l'accent dessus? Pour être sûr qu'on ait compris que ça ne va pas? Ben là, on a tous envie d'une seule chose, c'est que vous vous arrêtiez. Donc vous trouvez dans la salle des gens qui ne vont pas être agréables avec vous, qui vont vous demander de sortir. Et parce qu'en fait, ils sont mal à l'aise avec le fait que vous soyez mal à l'aise. Vous les rendez mal à l'aise, principe des neurones miroirs. Donc le fait que vous dégagiez plus de confiance va leur permettre de dire qu'eux, ils sont plus confiants. Je reviens à un truc simple. Vous allez voir un one-man show, vous allez voir un spectacle, sauf si vous connaissez parfaitement celui qui passe, sinon vous espérez passer un bon moment. Vous avez été invité par quelqu'un qui connaît la personne, mais vous ne la connaissez pas. Eh bien donc, celui qui est sur scène, il doit faire en sorte que vous puissiez vous dire, ouais, ça va bien se passer. Vous allez voir un spectacle, c'est la même chose. Donc les premiers instants sont des moments dans lesquels le spectateur commence, ou l'auditeur, à se mettre à l'aise avec vous. Parce que si c'est pénible, vous savez bien que ça va zapper rapidement, mais quand vous êtes dans une salle dans laquelle les gens ne peuvent pas sortir comme ça, eh bien, ils vont vous demander de sortir. C'est vous qui vont faire sortir parce qu'en fait, ils ne sont pas à l'aise avec ce qui se passe. Alors, si vous vous détendez, si vous prétendez que ça va mieux que ça va,
ils ne vont pas s'en apercevoir tout de suite. Beaucoup de gens, quand ils finissent les interventions avec moi, ils me disent, non mais là, tu vois, je dis, mais calme, calme, calme. On pose la question aux autres. Comment cette personne était? Et la majorité des gens disent, non, ça allait bien. Et l'autre dit, non, c'est pas vrai. Écoute ce qu'ils te disent. Ils te disent que ça allait bien. Ça ne s'est pas vu. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, ce n'était pas agréable. Oui, effectivement, j'entends bien. Il y avait du stress. Peut-être plus que ça même. Il y a deux, trois trucs. Et puis, si vous êtes comme moi un expert, vous allez voir des choses. Mais il y a combien d'experts de la prise de parole quand vous parlez en général? Pas des masses. J'ai bien remarqué ça. Alors, prenez une posture qui vous met à l'aise. Donc ça, c'est aussi des choses intéressantes. Moi, j'aime bien jouer à ça. Je ne dis pas que je vous fais monter sur des tables, mais un peu aussi asseoir sur une table, sur une chaise, mettre devant. Trouver votre style va aussi avec ça. Utilisez les accessoires. Il y a des gens qui sont très bien derrière un pupitre, il y a des gens qui sont très mal derrière un pupitre. Il y a des gens qui sont bien derrière une table, d'autres pas, et ainsi de suite. Donc, il faut tester. Et ensuite, rendre ça de plus en plus habituel pour que ça vous facilite les choses. Gardez une gestuelle libre, le plus libre possible. Donc, on verra que une des techniques, par exemple, c'est de faire des grands mouvements au départ. Vous faites des grands mouvements pour que vous soyez plus à l'aise. Et donc, ça va permettre de rendre vos gestes plus larges. Et c'est les gestes larges qui donnent confiance, pas les gestes petits. Moi, je suis complètement étriqué. Ça se voit et c'est pas très agréable. Alors, faire des pauses et des silences, on en a parlé tout à l'heure. Respirer, c'est ça, respirer, je l'ai mis en gros. Et les gens, on se demande quand est-ce qu'ils respirent. On se dit, et nous, quand est-ce qu'on va respirer? Et trouver un rythme qui va avec vous. Donc le danger, c'est de vouloir dire trop de choses, accepter de dire moins de choses ou de dire bah, il faudra revenir. Et oser parler de soi, c'est le deuxième point pour moi dans un discours. Puisque je vous ai dit qu'il fallait que vous soyez légitime et que vous deviez savoir, eux doivent savoir qui parle, eh bien, il est nécessaire de parler de soi. Donc, je ne sais pas, moi, je peux vous dire que quand j'étais adolescent, entre allez, 12, 12 et 17 ans, j'étais particulièrement timide, mais presque maladif. Au point que j'avais souvent, dès qu'on me mettait dans des situations où je devais parler en public, j'avais presque envie de taper les gens pour qu'ils ne me mettent pas en avant. Et petit à petit, avec le sport, je me suis retrouvé de plus en plus devant la scène, de parler pour d'autres. Et puis après, j'y ai pris goût. Alors, je ne dirais pas tout de suite, je me suis forcé, je me suis fixé des challenges. Je me suis dit, bon, ok, bah, mon père, il était plutôt à l'aise pour parler. Mon frère était plutôt à l'aise pour parler, même très à l'aise. Et j'avais un grand-père aussi maternel qui était très à l'aise. Et c'est des gens qui m'ont inspiré. Je me suis dit, comment ils font? Comment ils font? Et petit à petit, je me suis mis à m'exprimer et, et je me suis aperçu que j'avais des qualités pour ça. Et petit à petit, c'est devenu un atout, un savoir-faire, au point que bah, j'ai l'enseigné. Et je pense que j'ai une crédibilité parce que justement, je sais bien ce que c'est qu'être en difficulté. Et quand je parlais, j'étais rouge complètement, une pivoine. J'étais tout rouge, les oreilles, tout le visage était rouge. Et je sentais bien que j'étais tout rouge. Et je savais bien que les gens voyaient bien que j'étais tout rouge. Donc j'avais une vraie difficulté à cacher ça, par exemple. Je me vexais rapidement si on me disait quelque chose. Donc j'ai appris à gérer, à me gérer, à gérer mes émotions, à mieux vivre avec moi-même. Et donc tout ça, ça a permis d'être plus à l'aise avec vous, de parler à un groupe, y compris de gens que je ne vois pas en ce moment, par exemple. Alors, savoir débuter, savoir créer une entrée, je voudrais faire un tout petit distinguo entre une entrée et une introduction. Une entrée, c'est quand vous rentrez sur la scène, quand vous arrivez dans une salle, comment vous parlez aux gens quand vous arrivez là, est-ce qu'il y a de la musique, est-ce que... Voilà, tout ça, c'est une entrée. Si vous faites des pompes avant pour expliquer que vous allez muscler votre discours, si vous mettez derrière, en fait, c'est quoi la scène? Comment vous allez mettre en scène votre prise de parole? Et ça, votre entrée est nécessaire de la clarifier. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà sur scène et ils font déjà un paquet de trucs qui ne devraient pas être faits, qui devraient être faits en coulisses. Les problèmes techniques, ils devraient être réglés avant. Vous ne pouvez pas rentrer sur scène et votre entrée, c'est régler les problèmes techniques. Ça ne va pas. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse pour vous. Il faut que vous l'ayez fait avant, j'en sais rien. Et votre introduction, c'est comment vous allez introduire votre sujet. Et idéalement, d'une manière remarquable. Remarquable, ça veut dire qu'en fait, vous faites en sorte que les gens arrêtent de faire le truc qu'ils ne faisaient pas avant. Alors, on me demande quelle est mon adresse de ma chaîne YouTube. C'est tout simplement chaîne YouTube. Vous allez taper Hervé Franceschi,
sur YouTube, chaîne YouTube Hervé Franceschi, vous allez la trouver. La deuxième chaîne que vous pouvez regarder, c'est la chaîne Les Carnets d'éveil, les carnets au pluriel d'éveil. C'est deux chaînes différentes, une qui est plus centrée sur la partie conférence. Sur les Tic and Talk, je pense que vous les avez sur les deux chaînes. Voilà, je réponds de temps en temps sur le chat en même temps. Je vous disais donc une entrée remarquable. Donc pour moi, par exemple, un des moyens, c'est annoncer des faits chocs, donner des pourcentages que les gens ne connaissent pas, donner des références que les gens ne connaissent pas, commencer par une énigme. Donc, si je vous dis blablabla, et donc les gens sont en train de rechercher ce qui est dit. Et le fait de faire ça va faire on lâche ce qu'on fait, on n'est plus sur notre téléphone. Moi, j'appelle ça les schtroumpfs, les gens qui sont face à moi, parce que quand ils sont dans une salle non éclairée, et en fait, c'est leur téléphone qui les éclaire, et ils ont une tête bleue, donc voilà, je les appelle des schtroumpfs. Et donc, qu'il y ait moins de schtroumpfs dans la salle, et puis s'ils allument leur téléphone, c'est pour peut-être tweeter, ou c'est pour prendre une photo, ou noter des choses, c'est OK pour moi. Mais sinon, ils devraient être à l'écoute de ce que je raconte. Raconter une histoire, c'est une autre manière de rentrer dans un discours, peut-être des fois pour créer un décalage. Et une citation, ça peut être pareil. Poser une question. Moi, j'aime beaucoup poser des questions. Alors, par exemple, si je ne l'ai pas préparé, je vais beaucoup travailler en impro avec le questionnement. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter ce soir? Évidemment que ce n'est pas une question pour vous, c'est une question rhétorique, c'est vous permettre de vous dire, bah, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Mais en même temps, moi, ça me permet d'y répondre. Alors, le deuxième point que je voudrais aborder, en quoi il est important? Bref, question, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, le questionnement est un bon système pour pouvoir amener les gens à vous écouter. Et puis, partager un secret. Alors, j'ai quelque chose à vous dire que je n'ai jamais dit à personne avant ce soir. Voilà, une manière de faire en sorte que les gens vous écoutent. Alors, peut-être que vous connaissez tous le général de Gaulle, mais est-ce que vous savez que, d'accord, ok, je prends un personnage connu et je dis quelque chose qui, en soi, pas exactement un secret, mais quelque chose qui n'est pas connu du grand public. Et donc, c'est votre produit. Alors, peut-être que vous savez ce que ce produit fait ça et ça, mais peut-être que vous n'avez aucune idée de comment il a été créé. Alors, je voudrais qu'on revienne ici sur la genèse du produit. Une autre manière de commencer, ça vous va? Alors, construire un discours et se faire entendre, deuxième partie. Je vous ai dit, poser des questions, poser des questions, poser des questions, même si une partie des questions sont des questions, je vous l'ai dit, rhétoriques. Elles n'ont pas pour vocation d'être répondues. Par moments, elles peuvent l'être, et on peut utiliser le fait que vous leviez la main dans la salle. Alors, combien ici de personnes ont déjà entendu parler de bla, okay? Et vous faites en sorte de savoir, ça crée un échange, ça crée de l'implication, je vous rappelle, ça crée une expérience, et l'expérience fait qu'ils vont retenir davantage. C'est pas que, par exemple, on va utiliser le chat pour au moins que vous puissiez vous impliquer. Donc, créer l'interactivité et créer l'implication, essentiel. Ensuite, ayez des preuves de vos arguments. Alors, je vais faire très simple là-dessus. Pour moi, quand vous donnez des arguments, mais vous ne donnez pas de preuves, c'est une valise sans poignée. Ça veut dire que je ne sais pas quoi en faire après. Je vous ai parlé, et puis après, vous allez dire, en fait, je ne sais pas, dès qu'il y a une objection, dès qu'il y a quelqu'un qui va vous dire, mais alors comment tu sais ça, mais d'où ça sort ces chiffres? Eh bien, vous ne savez pas, vous allez dire, bah, t'as qu'à demander Hervé. Donc, au fond, vous n'êtes pas capable de reproduire mes arguments. Donc, ça veut dire qu'ils sont faibles. Donc, pour que vos arguments fonctionnent, il faut des preuves. Et les preuves peuvent être votre histoire, c'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé avec vous, ce n'est pas obligatoirement scientifique, mais ça peut être aussi effectivement des stats, des références, une étude, enfin, j'en sais rien, quelque chose qui étaye votre propos. Et le dernier point que je vous propose, c'est reformuler et faites des conclusions mémorables. Reformuler, c'est un moyen de réentendre. L'erreur qu'on fait, c'est qu'à l'écrit, il ne faut pas trop répéter, en tout cas en français, c'est ce qu'on nous apprend, mais par contre, à l'oral, il faut faire l'inverse. Il faut répéter. Vous voyez bien, depuis le début, j'ai répété plusieurs fois des choses. Eh bien, répétez, répétez, répétez pour être sûr que les choses importantes soient retenues. Donc, par exemple, je vais vous dire, préparez-vous. Sinon, on va utiliser la phrase de Churchill, si vous oubliez de vous préparer, préparez-vous à être oublié. Petite phrase simple. Si vous oubliez de vous préparer, préparez-vous à être oublié. Alors, si j'avance sur la fin, la préparation d'un pitch ou d'un discours, il faudra définir, donc je vous ai dit le format, un pitch, donc je vous ai dit, le but c'est de susciter l'envie, pas de spoiler tout. Deux, quels sont les effets que je vais introduire pour favoriser l'écoute. Ça sera si vous venez dans la formation. Et comment on crée un discours éloquent. L'éloquence, ça ne date pas d'hier. Donc, comment ça marche? Pourquoi ça marche?
Comment on peut faire pour que les gens vous écoutent davantage? Et puis, en partie, comment on va construire un discours beaucoup plus puissant si on est sur un format un peu plus long, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure dans un discours, et qu'on va utiliser, par exemple, des arguments, de la réfutation, tous ces processus qu'on va utiliser dans l'éloquence. Je m'arrête là sur cette partie-là. Je voudrais juste qu'on finisse par la checklist à préparer. Alors, la checklist à préparer, c'est vous. Comment vous allez, quel type de préparation vous avez besoin premièrement? Donc, est-ce que vous avez besoin d'un verre d'eau? Moi, j'ai toujours un verre d'eau à côté de moi, au cas où, d'accord? Si vous avez la bouche chaude, eh bien, je vous conseille, si vous avez tendance à assécher votre voix et votre bouche, eh bien, vous pressez un citron dedans. Un quart de citron, ça suffit largement, d'accord? Certains comédiens font ça juste avant de passer sur scène, ils mettent un quart de citron. Hop, vous allez saliver pendant un quart d'heure, donc vous avez des petites techniques comme ça. En tout cas, vous avez une checklist qui va avec vos problèmes et comment on les règle. OK? Spécifique pour vous. Mais en même temps, toute la checklist technique. Je ne sais pas, j'en sais rien, s'il faut des adaptateurs, des je ne sais quoi. OK, vous l'avez. Et le dernier point, eh bien, c'est à quoi je dois penser. Donc, si nécessaire, vous avez des post-it, deux, trois petits trucs pour vous rappeler quelles sont les choses essentielles que vous devriez avoir dit. Sinon, il y a danger. Alors, je vais vous parler un tout petit peu. Est-ce qu'il y a des questions encore sur la fin de ce que je viens de dire, sur les deux autres points? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vous laisse admirer la baie de San Francisco, voilà. Golden Bridge. Golden Bridge. Pas de questions? Alors, qu'est-ce que cette formation, de quoi parle-t-on dans cette formation? Le programme, rapidement, eh bien, c'est vous permettre de savoir, en fait, comment vous parlez en public. C'est quoi la prise de parole? Donc, c'est élargir ses capacités orales, c'est faire face à un auditoire, savoir prendre de la distance par rapport à son contenu, par rapport à des situations. Et donc, une partie de ça, c'est mieux vous connaître, mieux connaître vos talents dans la prise de parole publique. Je vous l'ai dit, vous avez tous des aptitudes. La grande majorité d'entre nous, quand on n'est pas bon, on croit qu'on n'en a pas. Mais c'est juste que vous ne les connaissez pas. Je me rappellerai toujours de quelqu'un, j'ai un atelier qui s'appelle Pitch and Speech, et dans lequel il y avait quelqu'un qui était un excellent start-upper et qui devait pitcher régulièrement, et il n'avait pas compris qu'il avait une voix de malade, une voix de stentor, une grosse voix. Il ne savait pas du tout l'utiliser. Et je lui dis, mais quand toi, tu arrives sur scène, les gens, ils la ferment, c'est sûr. Il n'avait pas compris ça. Donc, il ne mettait pas du tout sa voix en avant. Et il était toujours en train de parler à toute vitesse comme ça. Donc, en fait, il parlait trop aigu au regard de sa voix de basse. Il prononçait très bien quand il parlait lentement. Il avait une vraie puissance et il avait un vrai contenu. Mais sauf que pour l'instant, on ne l'écoutait pas. Donc, tout le paradoxe, c'était qu'il avait une voix de malade, mais qu'il ne savait pas l'utiliser. Donc, prendre conscience que vous avez des aptitudes, bah, peut-être que vous avez besoin d'un bon qui vous dit c'est quoi vos aptitudes, c'est quoi votre savoir-faire, c'est quoi. D'accord. Vous pensez d'abord à votre maillon faible avant de penser à votre maillon fort. Vous ne gagnerez jamais sur vos faiblesses. Vous gagnez sur vos forces. Donc, devenez plus fort. Créer un contenu de la définition des messages clés à la technique du toast. C'est une technique qui vous permet en 5 éléments, un toast, c'est comme un sandwich. Donc, le contenu, c'est le sandwich, l'entrée, l'introduction, tout ça. Le storytelling, donc comment ça fonctionne, comment on crée des bonnes histoires, qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut absolument avoir un méchant, un gentil pour que ça marche, quels sont les éléments de contexte qu'il faut mettre, et ainsi de suite. Pour moi, il y a la notion de pépite, c'est en gros une super histoire, une accroche de malade, une métaphore que vous avez. Ça, il va falloir la mettre en avant. Et dans un discours, il faut savoir en trouver. Il n'y en a pas tout le temps, mais globalement, il peut y en avoir un, une, deux dans un discours de 20 minutes maximum. Et après, plus, si jamais vous avez plus de discours que ça, plus longtemps. Augmenter son énergie et gérer son stress, ça, c'est pas que pour notre ami, je ne sais plus comment tu t'appelais tout à l'heure, euh, pardon, Serge, je crois. Et donc, apprendre à gérer son énergie. Il y a des gens qui en ont trop, il y a des gens qui n'en ont pas assez, il y a des gens qui se mettent à parler fort d'un seul coup. Ils parlent comme ça d'un seul coup, et vous dites, ah, calme, calme. Tout à l'heure, tu parlais, j'avais ajusté mon son, maintenant, je suis sourd. Et puis d'autres, au contraire, ils ne parlent pas du tout. Donc, prendre conscience de tout ça. Eh bien, Serge, viens quand tu veux pour bosser avec ta voix, si tu veux.
Donc, préparation et action, préparer, structurer et conclure l'intervention, les 5 marches d'une présentation éloquente et réussie, d'autres techniques autour de ça, et puis les types de présentations que vous avez besoin de faire si vous faites des présentations. Ça, c'est le programme de la formation qui est sur 4 jours. Donc, je ne vais pas vous lire le texte, mais moi, je voudrais que vous reteniez 3 choses. La première, c'est que si vous êtes intéressé par cette formation, bien, vous pouvez nous le dire dans le chat, là, vous allez écrire votre nom. Je vous conseille de mettre votre numéro de téléphone, mais on peut enregistrer ça. Votre mail, si vous préférez qu'on passe par mail. Moi, je vais mettre mon téléphone, mais vous allez le retrouver un peu plus bas. Mon mail, vous l'avez déjà. Et vous avez reçu les informations. L'entretien, donc je prends un entretien téléphonique juste pour valider avec vous vos besoins, pour savoir si c'est bien cette formation-là, parce que j'ai plusieurs formations. Est-ce que c'est celle-là qui vous convient? Est-ce que c'est une autre? Ça dure 4 jours. C'est 4 jours en présentiel. Et pour l'instant, je ne fais pas de distanciel sur cette formation, même si je fais des formations distancielles. Mais en entreprise aujourd'hui, je n'en fais pas ouvert à tout public, même si je suis en train d'en créer une. Et puis, le but, c'est qu'il y a une progression qui va s'effectuer au fil des jours. Donc, c'est par module de 2 jours. Alors, un petit témoignage de Miguel. Hervé m'a fait faire un gigantesque rebond. Ben, je n'ai pas envie de vous le lire, j'ai envie que vous le lisiez, comme ça je vous laisse quelques instants. On profite pour lire les derniers messages. Alors, la prochaine session qui est déjà, donc qui n'est pas remplie, mais à moitié de remplie, est prévue le 30 mars, le 31 mars, donc mardi, mercredi, 30-31 mars, et puis mercredi 7 avril et jeudi 8 avril. Donc il nous reste, je ne sais plus, 2 ou 3 places maximum sur cette session-là. Le prix de la session, c'est 2200 euros, c'est 500 euros, 550 euros hors taxe. Je précise qu'il n'y a pas de TVA parce qu'on est une entreprise de formation, donc on n'est pas soumis à la TVA. Et elle est finançable par la formation professionnelle si vous souhaitez la faire financer par, si vous êtes entrepreneur, je ne sais quoi, FIFPL. Deuxième chose, je voudrais vous préciser que c'est pas de la théorie, c'est presque que de la pratique, même si de temps en temps, on va dire ce que je vous ai enseigné là, on va le vivre pendant 4 jours avec des mises en situation. C'est presque que ça. Il n'y a pas beaucoup de travail en homework. Il y a 2-3 trucs, par exemple des vidéos que je vous propose de regarder pour qu'on travaille le lendemain. Je vous demande de choisir euh, comment ça s'appelle, euh, des conférenciers que vous aimez, des speakers et ainsi de suite. Je te réponds, Miguel. Et donc, dernièrement, vous pourrez retrouver toutes ces informations auprès de, ou à cette adresse, vous pouvez m'écrire et m'appeler, ou vous pouvez appeler Sylvie, c'est mon épouse qui travaille avec moi et qui s'occupe aussi de la partie financement. Alors, Miguel, tu m'as demandé quelque chose, je fais en sorte. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez parler sinon, hein. Alors, je vous laisse un petit peu de temps pour que vous puissiez répondre. Tu m'entends? Ouais, très bien, Miguel. Je ne sais pas si je pense que tout le monde entend, oui. Ouais, je voulais juste. Donc, je suis Miguel. J'ai créé la communauté des entrepreneurs révolutionnaires il y a 2-3 ans et voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Hervé au moment où j'avais lancé des conférences et j'étais très stressé. Donc, voilà, je voulais faire un petit témoignage pour parler un peu de cette formation qui est qui est géniale.
tout simplement. J'étais très stressé, j'avais envie de transmettre un message par les développement personnel pour les entrepreneurs et j'avais du mal à structurer mon message. C'était un peu n'importe quoi. Enfin, il y avait de l'enthousiasme, mais j'avais du mal à préparer, à structurer, à faire des pauses, à respirer, à être impactant. Voilà, j'avais une envie et quand j'ai vu cette formation, c'était exactement ce que j'avais besoin au bon moment. Et donc, je l'ai faite et ça a été génial. Franchement, il y avait tellement de valeur. J'ai tellement appris voilà, sur la préparation, tu l'as dit, sur la préparation du message, sur comment je raconte, qu'est-ce que je veux raconter, quel est mon message, mon why, pourquoi. Il y a vraiment tellement de choses dans cette formation. Et ce que j'adore, ce que j'ai adoré aussi, il y a un truc qui était génial, c'est que Hervé arrive à avoir les points forts et les points faibles et les points forts de chaque personne en faisant des exercices pendant la formation. Et, euh, et il arrive vraiment à nous montrer, à nous révéler les points forts sur lesquels voilà, notre style, ce dont tu montrais tout à l'heure, ce dont tu parlais tout à l'heure, le style de chacun et quel est notre style, nos points forts, notre voix, notre attitude, la manière dont on s'exprime, les blagues qu'on fait. Et ça, on a du mal, quand on n'a pas le regard comme ça d'un coach, de quelqu'un dans une formation, c'est difficile de prendre conscience de nos points forts. Et chaque personne est différente, chaque personne a des points forts sur lesquels s'appuyer. Et ça, c'était génial. Et puis l'interaction avec les autres participants, ouais, c'est vraiment une formation extraordinaire. Et franchement, je recommande à tout le monde pour faire voilà, un bond en avant dans la prise de parole en public. C'est génial. Avec Hervé, vous allez vous éclater. Marie-Claire, tu me poses la question, est-ce que la tenue vestimentaire est importante dans les éléments de la préparation? Oui, et pour toi, c'est essentiel. En fait, il faut que tu sois à l'aise avec ton format ou il faut que tu sois à l'aise avec ton auditoire et ton format. Si jamais tu es plutôt quelqu'un d'assez formel ou que tu parles à un auditoire qui est formel et qu'il faut être je sais pas, en tailleur, si c'est très formel, si c'est, je ne sais pas, quel est le format externe, donc comment les gens sont habillés. Est-ce que j'ai besoin d'être habillé comme mon auditoire? Est-ce qu'au contraire, j'ai mon style, j'arrive en chemise hawaïenne, admettons, et c'est mon style, et en short. Ben, en fait, si on me choisit, c'est peut-être parce que j'ai un style comme ça. Et que si je venais en costume, on se dirait, ben, c'est bizarre. Donc c'est à vous de savoir ça. Est-ce que si on est dans quelque chose de plus traditionnel, l'entreprise et je fais partie de cette entreprise, ben, j'ai envie de dire, respecte les codes de ton entreprise habituelle où tu es et respecte ce que tu es habituellement. Donc, ne change pas du tout au tout, mais peut-être si tu as besoin de mettre une touche. Moi, par exemple, je me mets souvent en gilet. Donc, j'ai porté beaucoup de costumes 3 pièces. Je bossais à Londres, à City, il y a des années. Donc, j'en ai beaucoup. Et j'ai gardé les gilets. Je ne mets plus beaucoup les costumes, mais je garde les gilets. Et donc, c'était une de mes marques. J'arrivais sur scène avec un gilet. Et donc, ça me permettait de passer un peu partout avec cette allure-là. Mais en même temps, il n'y a pas de contrainte. Là, dans un webinaire comme ce soir, bah, je suis plutôt à la cool. Voilà. Donc, c'est à vous de définir comment vous voulez être perçu. Mais si, par exemple, vous êtes dans la mode, peut-être que vous devez être habillé d'une certaine manière. Donc, les codes vestimentaires fait partie de la préparation, bien évidemment. Je regarde, il y a des nouveaux messages. Alors, on devait prendre un temps, mais là, je pense on a dépassé le temps, Miguel. On est à 1h10, on avait prévu 1h05. Donc, je vais m'arrêter là, sauf si vous avez des questions. Question une fois, question deux fois, question trois fois. Alors, s'il n'y a qu'une chose que je vous propose, c'est prenez le temps de vous amuser à la prise de parole en public. Pensez que ça va bien se passer et c'est déjà une partie de la réussite.
et prenez le temps de préparer. À très bientôt. Vous avez nos numéros de téléphone. À très bientôt. Super. Ciao.